Alors bonsoir à tous, merci d'être présents. Ce soir, on va vous présenter une conférence sur un sujet qu'on avait déjà envisagé il y a plus de 2 ans. Et il se trouve que les raisons diverses sont là, et on a décidé, au mois, je crois que c'était au mois de décembre, de demander à Perrine de venir assurer cette conférence. Et il se trouve finalement que l'actualité percute notre sujet, puisque les Gilets jaunes, les manifestations des Gilets jaunes trouvent un écho aujourd'hui sur les manifestations sur la question des retraites. Et pourtant, les Gilets jaunes, c'était déjà il y a plus de 4 ans et demi, puisque c'était novembre 2018. Donc, on va ce soir revenir un peu dans ce passé, en voyant les façons dont ce mouvement s'est imposé dans l'actualité, un mouvement qui a été qualifié au départ. Alors, il y a eu différents termes. Il a été qualifié de mouvement projetiste, il a été qualifié de jacquerie. Les Gilets jaunes ont été appelés des bonnets rouges, des extrémistes, des casseurs, des Gaulois réfractaires. Alors, Gaulois, c'est assez amusant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas des Gaulois dans ces manifestations. Et puis, un mouvement social qui n'a pas été reconnu à l'origine comme un mouvement social, d'ailleurs. D'où le titre ce soir de mouvement social inédit. Alors, on a demandé à Perrine Poupin, qui est chercheuse au CNRS, qui est sociologue, qui a, en 2016, consacré une thèse au mouvement ouvrier en Russie, précisément à Moscou, enfin, mouvements sociaux, et qui a d'ailleurs republié quelque chose sur les mouvements sociaux qui sont déroulés en Russie avant le début de la guerre, à Arkhangelsk, vous savez, tout là-haut, près de la mer Blanche, dans l'oblast d'Arkhangelsk. Et on lui a demandé, parce qu'elle est sociologue, qu'elle a étudié ce mouvement aussi de l'intérieur, parce qu'elle a été elle-même gilet jaune et manifestante et participante au mouvement. Je ne vais pas être plus long, je vais lui laisser la parole. Voilà. Merci par avance. C'est comme ça ou comme ça? Comme tu veux, c'est comme toi, tu préfères. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes plus vers la gauche et moi je suis... C'est pas grave. Merci de m'avoir accueilli. Ah, il faut vraiment être prêt. Merci de m'avoir accueilli. À l'époque, en fait, du mouvement des Gilets jaunes, j'habitais en région parisienne. Et depuis 1 an et demi, je suis en Isère. Donc j'ai traversé la France pour venir vous voir. Ça m'a fait plaisir. Et donc, avant de rentrer dans le propos, je vais vous passer juste 10 minutes d'un film qui s'appelle Le rond-point de la colère. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu pas mal de films en fait, sur les Gilets jaunes, et celui-là est pas mal juste pour vous donner le contexte. Et ensuite, en fait, on va rentrer dans le propos. Décor. On voit pas mal de choses. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes à Amiens ou ailleurs. Donc vous pouvez lever les bras si vous voulez. Okay. Parce qu'on n'a pas les mêmes engagements et du coup expériences. Donc j'essaye de faire un exposé qui apporte des éléments mais qui aussi fait revivre des choses peut-être positives et douloureuses. Et donc, comme on l'a dit en introduction, en fait, ce mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement de protestation a été très actif, enfin en tout cas de novembre 2018 jusqu'à janvier 2020. Enfin, certains diront que les Gilets jaunes sont existent encore et en sont encore actifs, mais c'est vrai que c'est une phase où, moi par exemple, je fais toutes les manifestations autour de la réforme des retraites à Grenoble, et il y a très peu de gens qui sont en gilet. Donc c'est soit qui sont partis, ou soit ils ont fait tomber le gilet et continuent d'être actifs, dans une autre forme. Ça peut être un objet de débat. Mais en tout cas, voilà, les Gilets jaunes étaient très, très visibles, on peut dire, médiatiquement et même sur les réseaux sociaux dans cette période-là. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un mouvement qui a été vraiment présent sur tout le territoire français. Et parce qu'on est habitué dans les mouvements sociaux à ce que ça se passe en fait, dans les capitales régionales, dans les capitales départementales. Avant les Gilets jaunes, on s'attendait à ça. Et là, en fait, on a
des blocages de ronds-points vraiment partout. Enfin, dans tous les départements, il y a des ronds-points. Moi, en fait, j'ai participé à ce mouvement à partir de début décembre 2018. Enfin, voilà, j'ai une quarantaine d'années, ça faisait 20 ans que je faisais à peu près toutes les manifestations sur différents sujets, enfin tous les mouvements sociaux, souvent appelés par des organisations syndicales. Et c'est vrai qu'en novembre, quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, j'étais curieuse, mais c'est vraiment au retour d'une balade de ramassage de champignons que je me suis dit mais il se passe quelque chose quand même à Paris, donc je vais aller voir. C'est un peu ma méthode, on peut dire, ma position personnelle et peut-être ma méthode scientifique aussi, c'est à chaque fois qu'il y a une mobilisation d'aller voir sur place, en fait, de voir par ses propres yeux, de participer, de se faire une opinion à partir des relations et des rencontres que j'ai faites, et mettre un peu, laisser à la maison, on peut dire, dans nos valises, les stéréotypes ou les idées qu'on a soi-même ou par les réseaux sociaux ou par ces cercles d'amis ou politiques qui ont parfois des perceptions des choses qui se passent sans participer aux choses. Et donc, au départ, à l'époque, j'habitais en Île-de-France. Et donc, au départ, en fait, je fais bien sûr tous les samedis, je participe aux manifestations nationales à Paris qui s'appelaient ACT. Et je vais aussi à différentes actions, à différents ronds-points, parce qu'il y avait beaucoup de ronds-points aussi en Île-de-France. Et grâce au réseau, on peut dire, de RER, c'était possible d'aller vraiment dans une multiplicité de ronds-points en Île-de-France. Et après, je suis allée en Bretagne, en Normandie, parce que je viens de Bretagne à la base. Et donc je suis allée en Bretagne, en Normandie, aussi dans le sud de la France, un peu où j'avais des amis ou de la famille. Et donc je vous allez voir dans les photos qui vont accompagner cet exposé. En fait, toutes ces photos sont les miennes. Parce qu'en fait je photographie beaucoup les mouvements sociaux auxquels je participe, et donc vous allez voir un peu la diversité des lieux vus. Et donc voilà, il y a on peut dire que cette méthode d'enquête, c'est une sorte d'appel à chaque fois qu'il y a des mouvements qui occupent la rue, et de voir un peu en fait quels sont les sujets qui intéressent les personnes, au lieu de plaquer mes propres idées ou mes propres revendications, de voir vraiment en fait ce qui anime les personnes. Donc ça, c'est un peu d'où je vous parle. Comme disait Michel, en fait, donc je suis sociologue et je suis plutôt spécialisée sur la Russie et l'Ukraine, où j'étudie en fait des mouvements politiques et sociaux. Et donc voilà, à chaque fois que je suis dans un pays, je vais voir les personnes qui manifestent dans la rue. Et donc, au moment en fait, des Gilets jaunes, j'étais à Paris, donc je suis allée voir Gilets jaunes. Et en même temps, ce que vous voyez dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'à notre époque, en fait, on vit les réseaux sociaux sont très présents, et ce film est intéressant. Vous pouvez le voir, il est en accès libre sur Internet. En fait, il a été fait à partir de vidéos des Gilets jaunes, et en fait vous voyez tous les messages qui s'affichent sur leur téléphone, et aussi toutes les pages dédiées au mouvement des Gilets jaunes qui parlent des différentes actions. Et donc ma méthode d'enquête aussi, c'est de suivre à la fois les choses sur le terrain, concrètement sur place avec les personnes, les communautés, mais aussi de regarder en fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les groupes que je rencontre. Je m'abonne à leur groupe, mais aussi aux milliers de sites, notamment sur Facebook, qui ont été créés par les Gilets jaunes. C'est une manière aussi de voir en fait, quelles images, quelles idées chaque Gilet jaune pense que c'est des sujets importants, et de voir un peu comment ça circule et comment en fait les expériences elles circulent à travers ce médium par exemple de Facebook ou de ces réseaux sociaux.
Et donc, vous voyez, Amiens est dans la zone Bordeaux, donc, où il y a eu beaucoup de rassemblements et rapporté à la population donc une forte participation, on peut dire, sur le mouvement. Et donc au départ, ce qui est intéressant dans le film, on voit très bien au départ, il y a ce slogan, enfin ce premier motif qui est la hausse du prix du carburant, mais très rapidement, c'est-à-dire en l'espace de quelques heures dans une manifestation ou en l'espace de quelques semaines, vous voyez sur les réseaux sociaux, on voit très bien qu'en fait que les revendications, les expériences concernent pas du tout, enfin ne se restreignent pas à la question du carburant, mais concernent en fait autour du carburant, il y a l'utilisation de la voiture. L'utilisation de la voiture qui est nécessaire, je pense que si vous habitez autour d'Amiens ou autour de Paris ou autour de toutes les capitales régionales et départementales, en fait, vos vies sont liées obligatoirement à la voiture pour le travail, pour emmener les enfants à l'école. Et donc cette dépendance en fait, à la voiture a constitué en fait un des éléments fondamentaux en fait, des personnes qui vont être sensibles à cette hausse du carburant. Mais voilà, c'était un des premiers arguments. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on compare les cartes, il y a beaucoup de cartes qui ont été créées par des géographes, les départements ou les lieux où il y a eu le plus d'engagement chez les jaunes sont aussi les endroits où il y a beaucoup de classes moyennes, classes populaires qui vivent. Et par exemple, cette carte, donc, les ouvriers rejetés hors des villes, puisque le centre-ville est trop cher pour pouvoir y vivre. On a des classes moyennes, populaires qui vivent à l'extérieur des villes et du coup qui sont dépendants de la voiture pour pouvoir se rendre au travail ou pour d'autres activités. Donc ça, je pense que c'est juste quelques éléments pour donner un peu le contexte. Et donc, à la suite de l'appel, il y a le 17 novembre 2018, il y a un appel sur Facebook au blocage national contre la hausse des carburants, c'est la première revendication, et plusieurs centaines de milliers de personnes vont occuper des milliers de sites, comme je disais, sur la France. Donc c'était on a beaucoup parlé des ronds-points, mais ça pouvait être des ronds-points près de zones commerciales ou des blocages de péage. Donc dès le 17 novembre, on a énormément de participants. Ce mouvement, en fait, il est inédit dans le sens où, jusqu'au Gilets jaunes, on avait l'habitude que les mouvements sociaux, en fait, organisés par des centrales syndicales, soient organisés plutôt en négociation avec les préfectures, c'est-à-dire que les centrales syndicales, en fait, s'entendaient, on peut dire, avec la préfecture pour pouvoir décider d'un trajet et puis aussi d'un horaire. Et les Gilets jaunes, on peut dire, est un peu arrivé comme un chien dans un jeu de piste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, de manière spontanée, n'ont pas accepté en fait ces règles du jeu et sont allés dans des espaces qui n'étaient plus du tout utilisés par les militants. Et donc c'était les ronds-points. Les ronds-points avant les Gilets jaunes, c'était vraiment un espace inhabité, inintéressant, moche. La France des ronds-points, c'était quelque chose qui n'était pas du tout approprié par personne. Et dans les manifestations, on a, notamment à Paris, en fait, on a des cortèges qui vont investir des quartiers riches, donc les quartiers autour de Champs-Élysées, qui n'avaient pas vu de manifestation, on peut dire, revendicative depuis longtemps. Et quand il y avait des manifestations, c'était plus des manifestations de droite, en fait, dans ces quartiers-là. Et du coup, en fait, ce mouvement qui a un peu choqué, on peut dire, qui a remis en cause les habitudes protestataires, militantes, a été reçu de manière différente. Moi, comme ça faisait 20 ans que
que j'étais dans différents mouvements protestataires, que je me rendais aux manifestations. Donc j'avais des amitiés voilà, militantes de différentes sortes. Et j'ai bien vu qu'il y avait une surprise face à ce mouvement qui arrivait un peu de nulle part et qui se présentait comme un nouvel acteur politique et voilà, qui remettait en cause, pas forcément par les paroles, mais par les actes, les habitudes, le paysage politique revendicatif. Et donc, bon, voilà, c'est... Donc il y a eu différentes actions qu'on va voir ensemble. Donc il y a différents actes, donc ça c'était les manifestations qui se déroulaient tous les samedis. Certaines étaient dans la capitale, comme je vous disais, à Paris. Dans les capitales régionales, par exemple à Lille. Donc à chaque manifestation, enfin à chaque photo, on pourra faire un exposé d'une heure. Mais il y a des rencontres, il y a des occupations d'espaces différents. Par exemple, ce couple que j'ai rencontré là-bas, en fait, chacun venait avec son rond-point, on peut dire, avec les gens avec lesquels ils avaient monté des ronds-points. Donc il y a des histoires, des amitiés, des amours qui sont nés là, et pour eux, un petit bébé qui est sorti de cette histoire-là. Donc, c'était intéressant parce que pour la plupart des personnes, en fait, c'était la première expérience revendicative. C'était des personnes qui n'avaient pas... il faudrait... de manière globale, c'est comme ça, mais après, quand on va un peu dans la finesse, quand on pose les questions, il y a quand même une grosse partie aussi des personnes qui n'étaient pas forcément... il y avait des syndicalistes aussi qui étaient en partie déçus de leur histoire militante et syndicale, et qui en parlaient librement sur ces ronds-points, c'était très intéressant, et c'était très bien reçu, enfin ça faisait partie des débats politiques. Il y avait aussi des personnes, en fait, ça pouvait être des ouvriers ou des ingénieurs, enfin des gens qui travaillaient dans différentes industries, qui avaient participé à quelques mobilisations, par exemple le CPE, autour de la loi de travail en 2016, mais qui n'avaient pas d'activité, donc qui n'avaient pas eu d'activité revendicative entre ces grosses mobilisations. Ils avaient quand même fait cette expérience et d'avoir manifesté et de s'être organisés voilà, avec leurs camarades de classe. Donc il y a eu plein d'itinéraires, plein de trajectoires différentes. Et donc à chaque rencontre, voilà, il y a c'est la pluralité, on peut dire, des types de personnes, des types de rencontres. Il n'y a pas un gilet jaune où ce serait difficile de caricaturer le gilet jaune. Donc il y avait les capitales régionales, il y avait les capitales départementales. Donc je suis venue dans votre belle ville donc le 25 mai 2019. C'était un appel national, donc il y avait des manifestations chaque semaine donc, à Paris et dans des capitales régionales. Et parfois, en fait, une ville disait le 25 mai, à Amiens, c'était un appel national. Donc, en fait, toutes les personnes qui étaient disponibles de France pouvaient se rendre à cet appel national. Donc, c'était une manière aussi de se rencontrer, d'aller voir une ville. C'était la première fois que je venais à Amiens. Et donc, il y avait une sorte de joie, en fait, de la rencontre aussi. Ah, tu viens d'où? Si la personne venait du même département, c'était des embrassades. Donc, il y avait une sorte de rencontre, de visite des uns et des autres. Donc, ça, une autre capitale départementale à Nice. Je suis arrivée... on pourrait rentrer dans le détail. Donc, toujours avec un dispositif policier qui se répétait, que ce soit la police nationale, les CRS ou des forces un peu annexes qui faisaient le maintien de l'ordre. Le Havre par exemple aussi. Donc ce qui est intéressant en fait dans le film ou dans les photos quand on les analyse ensuite, on voit en fait la diversité des personnes, que ce soit, on venait en fait en famille, on venait entre collègues de travail,
On venait avec des drapeaux qui nous identifient, en fait, par exemple, on a la Vendée, c'était en fait un Havrais qui était né en Vendée et qui vivait au Havre depuis 30 ans, mais dans les Gilets jaunes, il a voulu se présenter comme, bon voilà, Havrais, mais vendéen. Et donc c'est tout ça aussi, c'est enfin, des gens qui viennent avec leurs voisins, leurs personnes proches, et d'une manière spontanée et bon enfant, en fait, sans vouloir casser tout le milieu urbain. Et donc au même moment, il y a à Paris donc des actes assez costauds en fait chaque semaine. Donc, en fait, si on voulait vraiment participer aux actes dans toute leur splendeur, on peut dire, il fallait, je me levais à 5h du matin, comme tout le monde, pas comme tout le monde. Pour ceux qui habitaient l'Île-de-France, c'était 5h du matin, mais la plupart des personnes passaient la nuit en fait dans des cars ou dans des covoiturages ou des voitures pour pouvoir venir à Paris. Et comme je vous l'ai dit au début, pas mal de gens avaient des petits salaires, donc des gens expliquaient vraiment qu'ils devaient réfléchir entre manger le midi et payer le bus ou l'essence qui les amenait. Donc c'était vraiment des choix, pas difficiles, mais où ça coûtait de venir. Et donc, en fait, l'idée, le plan était d'occuper donc les Champs-Élysées que vous reconnaissez là, qui ont été renommés l'avenue des Gilets jaunes. Et donc l'avenue commençait à être occupée vers 7h du matin, 8h du matin. Bien sûr, en fait, tout le quartier était à mesure des semaines, les forces de l'ordre apprenaient aussi des pratiques des Gilets jaunes. Donc tous les quartiers autour étaient bloqués. Donc par exemple, si vous veniez des Vosges et que vous arriviez par votre car à la gare de Lyon, vous ne pouviez pas juste emprunter la rue de Rivoli, arriver aux Champs-Élysées, il fallait faire tout un tour soit par le sud ou soit par le nord. Et du coup, à ce moment-là, je m'improvisais guide, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus. Et donc je passais mes journées comme ça, par exemple, inoubliables, et vraiment, c'est une des meilleures expériences de ma vie revendicative, je pense, d'accompagner justement des équipes. Bon, c'était la première expérience revendicative, depuis le 7h du matin où ils se trouvent face à un mur de forces de l'ordre qui les empêche d'aller plus loin, et de les amener jusqu'aux Champs-Élysées, de leur donner des masques, parce que tout le monde n'avait pas compris que les gaz lacrymogènes faisaient partie du menu, et de passer la journée comme ça avec les personnes, et de voir vraiment, en fait, la majorité des personnes étaient venues, comme je vous dis, de manière bon enfant, être présent, aller voir Macron. Et assez rapidement, c'était vers 11h du matin, midi, à partir de rien, c'est-à-dire des gens mangeaient leur sandwich au milieu de l'avenue. À partir de rien, on voyait des équipes de la Brave ou la BAC s'abattre sur les personnes en leur tirant par les cheveux, en les arrêtant. Et donc j'ai pu voir en fait la stupeur, l'étonnement des gens qui découvrent pour la première fois les violences policières. Et de voir comment en fait des gens qui pouvaient dire au début de la manifestation ou aux premiers actes la police avec nous, les forces de l'ordre rejoignez-nous, et face à ces violences policières déjà de ne plus dire ce slogan-là et d'intégrer très rapidement les situations qui se transformaient. Et donc ça, c'était un élément. C'est vrai qu'au cœur de Paris, c'était très... comme je disais, j'avais fait 20 ans de manifestations avant. J'ai vécu plusieurs années en Russie, en Ukraine, donc je pensais avoir une petite expérience de violence policière.
Mais c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a été vraiment une expérience très forte pour moi en termes de violence policière, parce que jusqu'avant les Gilets jaunes, que ce soit pendant la loi travail ou avant, il y avait certaines situations qu'on pouvait analyser en disant bon voilà c'est un peu tendu, je peux choisir entre m'éloigner ou faire partie disons de l'interaction avec les forces de l'ordre. On avait le choix en fait, on voyait les choses se passer. Dans le mouvement des Gilets jaunes, en fait, à partir de situations où il ne se passait rien, enfin je veux dire où il n'y avait aucune agressivité, il n'y avait aucune action particulière, on avait un déferlement de violence policière sans sommation, enfin directement, typiquement par exemple, de discuter avec une personne, vous venez d'où, de Lille, super, j'étais là-bas il y a... Enfin bref, et vous voyez cette personne recevoir une balle de LBD sur le front, quoi. Alors que vous étiez en train de discuter sur un bout de trottoir. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une partie des Gilets jaunes qui sont rentrés chez elles parce que c'était d'une telle violence que tout le monde n'avait pas pensé que ce serait à ce point-là. Et donc, il y a eu un basculement aussi du regard sur ces choses-là. Donc ça, c'était... Oui, c'est bon. Ouais. Donc ça, c'était Paris, donc on pourra revenir dessus, enfin. Je vais essayer de tenir le temps aussi. J'ai jusqu'à quelle heure pour pas être trop... Jusqu'à minuit. Non, c'est juste parce que moi, je peux dire beaucoup de choses, donc... 19h30. 45. 46. 46. 47. Ok, donc je vais aller un peu plus vite. Donc on a enfin pas plus vite dans la parole, mais dans le propos. Donc on a différentes actions, comme je vous disais. Donc le gilet jaune, c'est vraiment le symbole du mouvement, mais aussi des personnes on peut l'analyser comme un objet aussi en fait, où les gens s'exprimaient à travers le gilet jaune. Donc on a, comme je vous disais, d'où je viens, par exemple RATP ligne B3, où en fait à droite on a quelqu'un qui soutient Christophe Détinger. Je pense que vous avez tous suivi l'histoire, oui. Donc on avait des soutiens à différents manifestants. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure des actions, donc on a eu novembre-décembre, c'était plus des actions concentrées sur l'avenue des Champs-Élysées, et à partir de janvier, négocié un peu avec la préfecture, on a eu plus des manifestations, pas sur les Champs-Élysées, mais dans différentes rues de Paris. Donc voilà, c'était le but en fait, des forces de l'ordre de pousser un peu les gilets jaunes dans des avenues moins centrales. Mais bon voilà, à la fin du cortège, il y avait toujours cette idée, il faut revenir sur le Champs-Élysées. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu seulement des manifestations dans le centre parisien, mais il y a eu aussi des manifestations en banlieue. Donc, par exemple, de Saint-Denis à Bobigny. Donc, c'était intéressant, en fait, là, c'était aussi d'aller voir différentes populations, différentes personnes dans des quartiers populaires où il n'y a jamais de manifestation. Et en fait, d'avoir une manière de lien direct avec différentes populations. Un autre lieu, c'était à Mantes-la-Jolie, donc un peu plus près de vous, on peut dire. Donc là, il y avait à Mantes-la-Jolie des manifestations qui partaient par exemple d'un quartier populaire des Val-Fouré, et qui s'approchaient du centre-ville qui était interdit de manifestation aux Gilets jaunes, et ensuite qui se dirigeaient vers le rond-point qui se trouvait à la périphérie de Mantes-la-Jolie.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, donc le 6 décembre 2018, on a, je pense que vous vous souvenez toutes de ces images, des jeunes lycéens en fait, qui se font mettre à genoux par les forces de l'ordre. Et il y a un collectif donc, de défense de ces jeunes qui a été monté à Mantes-la-Jolie, qui était en forte interaction avec les Gilets jaunes de Mantes-la-Jolie. Et à Mantes-la-Jolie aussi, il y a eu beaucoup de syndicalistes, notamment de Solidaires, mais pas que, qui étaient aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Et, du coup, dans ces manifestations, on voyait cette diversité de solidarité, de convergence des luttes pour le coup. Et en fait, dans la manifestation de Mantes-la-Jolie, on pouvait s'arrêter à différents carrefours. Et à chaque carrefour, en fait, des participants parlaient de leurs conditions ou de lutte. Et on est passé près du lycée où ces jeunes avaient été mis à genoux. Et donc les mères, c'était très touchant, c'était très fort. Les mères de ces jeunes racontaient en fait comment ça s'est passé, puis quelle était la personnalité de ces jeunes qui étaient encore des bébés, on peut dire, qui n'avaient jamais eu l'expérience d'arrestation. Et donc ça permettait vraiment de faire des liens entre des populations de personnes qui ne se fréquentaient pas. À Mantes-la-Jolie, on a du pavillonnaire, on a du quartier populaire, on a plein de vies et d'habitats différents. Et bon, chacun vit dans sa petite bulle, on peut dire, comme partout, avec ses amis, ses collègues et sa famille. Et là, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'était vraiment une découverte d'autres conditions et des personnes qui, par exemple, découvraient que les violences policières avaient été déjà appliquées en fait, dans les quartiers populaires et, depuis des années, et qu'il y avait déjà eu des éborgnés, il y avait déjà eu des blessés graves qui n'avaient jamais conduit, ne serait-ce qu'à un procès. On ne parle même pas de condamnation politique, mais ne serait-ce qu'un procès où les différentes parties puissent s'expliquer. Et donc, au niveau de ces mobilisations, de ces ronds-points qui permettaient en fait de se rencontrer, de discuter dans le temps, de se découvrir en tant que personne, en tant que maman, en tant que travailleur, en tant que différentes casquettes qu'on a, permettait aussi de découvrir différentes conditions. Et à Mantes-la-Jolie, c'était très fort. Et donc voilà, ça c'est d'autres ronds-points. J'ai fait beaucoup de ronds-points en Essonne. Et donc là, pareil, par exemple, à Grigny, qui est réputé pour être un quartier populaire assez dynamique, on va dire, ou chaud, il y avait aussi cette dynamique de rond-point. Ça, et donc sur les ronds-points, en fait, on rencontre différentes personnes et on rencontre aussi des blessés graves. Par exemple, cette personne qui est à droite, Marie-Laure, je l'ai rencontrée sur un rond-point à Étampes. Et en fait, le 16 mars 2019, elle était allée à une manifestation à Paris, qui était une grosse manifestation, et elle a reçu en fait un bout métallique d'une grenade de désencerclement, et elle a eu des soins très longs. Et pendant longtemps, elle ne savait pas si elle allait perdre son œil ou pas. Elle a eu une cataracte traumatique du fait de ce métal qui est rentré dans son œil. Et donc je la rencontre. À ce moment-là, elle était donc en bandage, elle n'était pas encore opérée, parce que je suis allée en avril et elle avait eu le bout de métal un mois précédent. Et en fait, là, vous rencontrez donc, les blessés graves. Vous comprenez aussi que les ronds-points, c'est pas seulement des espaces de convivialité, de discussion politique, mais c'est aussi des espaces de soins, on pourrait dire psychologiques ou existentiels, parce que cette personne en fait qui travaillait dans le domaine de l'animation dans un EHPAD justement à Essonne, elle était soignée, on peut dire du point de vue médical, elle était prise en charge.
mais voilà, sa vie a été complètement bouleversée. Vous imaginez toutes les séquelles, toutes les conséquences physiques et psychologiques de recevoir ça dans l'œil. Et on voyait en fait que dans ces ronds-points, c'était des lieux où on pouvait décompresser, on pouvait échanger ses expériences et se reconstruire aussi. Et donc voilà, ça c'est peut-être pas... Enfin, si on n'a pas été dans un rond-point, c'est pas des choses auxquelles on peut penser, mais c'était des endroits très forts parce que d'autres blessés graves n'étaient pas liés à des ronds-points, sont allés juste dans des manifestations, sont rentrés chez eux et vivaient d'une manière encore plus difficile ces blessures graves. Blessures graves, c'est-à-dire que vous avez des séquelles à vie ou presque, quoi. Ça transforme vraiment vos vies sur le long terme. Et les personnes qui étaient comme ça, voilà, avaient été blessées, se retrouvaient toutes seules avec leur mari, leur femme, un peu face à face à la maladie, aux problèmes, en fait, avaient vraiment des difficultés à se reconstruire. Et les ronds-points permettaient en fait d'être un peu des soupapes de décompression et aussi de pouvoir, face à la machine, on peut dire législative, la machine de l'État, pouvoir savoir à quelle porte taper pour constituer des dossiers, pour faire un procès à l'État par rapport à ces blessures-là. Donc il y a des associations comme Désarmons-les, je ne sais pas si vous voyez, enfin c'est des associations qui, comme le nom l'indique, documentent en fait les armes de la police et les blessés graves, et aussi assurent une aide juridique aux blessés. Donc dès que vous êtes blessé en manifestation, il faut contacter ces personnes pour qu'elles puissent vous aider à bien documenter les choses et constituer des dossiers pour pouvoir en fait poursuivre en justice les responsables. Donc dans ces ronds-points-là, voilà, c'était des espaces de ressources aussi juridiques pour pouvoir aller plus loin dans ces histoires-là. Au-delà des ronds-points, il y avait aussi des actions de blocage, donc de ports, de raffineries, de plateformes comme à Rungis, que j'ai beaucoup suivi parce que c'était à portée de tram et de noctambus d'où j'habitais. Et donc voilà, il y avait cette idée de bloquer le Rungis, c'était une des actions. Comme je vous disais, il y avait des blocages aussi de blocage de péage qui avaient un succès fou. On voyait la joie déjà des gilets jaunes de débloquer ces péages, mais la joie des automobilistes face à la gratuité, c'était assez intéressant. Et donc, comme je vous disais, Mantes-la-Jolie, manifestation, et ensuite blocage. Donc là encore, vous voyez, si vous connaissez le rond-point des Vaches autour de Rouen, il y avait des gens, donc de Mantes-la-Jolie, les gens de l'Oise et les gens autour de Rouen étaient très actifs dans les Gilets jaunes, donc se rencontrer et se visiter sur les points de manifestation. Et donc ils avaient un rond-point juste à côté, c'était pratique, du péage. Donc il y a d'autres actions, par exemple, qui étaient très populaires aussi, c'était la levée des barrières des parkings payants de l'hôpital public. Donc comme vous savez, il y a beaucoup d'hôpitaux publics qui ont des parkings très chers. Et donc une des idées, par exemple à Melun, encore en Essonne, c'était de monter les barrières et de faire des parkings populaires. Et encore vif succès. Une autre type d'action, c'était plus symbolique d'aller dans les aéroports pour faire une manifestation sans vraiment bloquer, mais pour être présent et pour être visible. Et une des dernières actions aussi, c'était, si vous vous souvenez, il y avait le grand débat organisé par Macron. Et à ce moment-là, en fait, il y avait
des endroits où se produisait Macron autour de ce grand débat. Et à chaque événement, il y avait un rassemblement, par exemple à Évry-Concorum, qui est en Essonne, où il y avait un comité d'accueil très, très loin de l'événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas seulement des actions, donc voilà, des manifestations, des actions de blocage, il y avait aussi tout un tas d'espaces plus, on peut dire, qui étaient pensés comme constructifs, on va dire pas seulement de réaction mais constructifs. Il y a eu énormément d'initiatives de jardins collectifs, de brocantes où on faisait où on mettait en place des tables pour pouvoir vendre des choses, mais aussi mettre des tracts, des pique-niques en fait collectifs, donc différents espaces aussi de discussion. Il y a eu Commercy, enfin il y a différents espaces où s'élaboraient aussi des discussions, des constructions, de savoir qu'est-ce qu'on propose. Enfin, il y avait cette idée, par exemple, de RIC, il y avait une diversité de lieux où ça discutait en essayant de réfléchir justement à quel... Enfin, j'ai pas le temps de retranscrire ça, mais de réfléchir aussi sur comment en fait, des citoyens pourraient décider aussi de choses en lien avec la politique. Et ce qui est intéressant en fait quand on voit ces images-là, que ce soit dans les formes d'action, dans les blocages, dans les levées de barrières de parking, en fait, il y a beaucoup de formes d'action qui ont été reprises actuellement en fait, dans le mouvement des retraites, parce qu'avant les Gilets jaunes, les manifestations syndicales étaient plus de l'ordre justement de la manifestation, ou bien sûr de la grève, de l'occupation aussi de différents sites, usines, mais on voit en fait que ces formes d'occupation de ronds-points, de blocage de raffineries, enfin, il y a un répertoire d'actions, on peut dire, qui a été repris par le mouvement actuel. Peut-être qu'on pourra en parler un peu plus après. Et dans le quart d'heure qui me reste, donc dans un autre volet, en fait, il y a jusqu'à là, on peut dire que j'ai participé, j'ai rencontré énormément de gens, je suis allée dans différents lieux pour comprendre un peu comment ça se passait, les points communs, les divergences selon les manifestations, les occupations, qu'est-ce qui préoccupait les personnes, quels étaient les thèmes de discussion, quels étaient les thèmes de dispute, comment se passait aussi la vie collective sur les ronds-points, tout ça c'était de l'ordre du vécu, enfin de la participation. Et parce qu'au départ, j'avais pas forcément l'idée d'en faire un objet scientifique en fait. Dans un premier mouvement, je vais dans des manifestations parce que ça m'intéresse, ça m'interroge et j'ai envie de participer. Et au bout d'un moment, en fait, justement, face à toutes ces violences policières qui personnellement m'affectaient beaucoup, quoi. Je vivais un énorme décalage, comme beaucoup, je pense, de gilets jaunes, entre ce qui se passait le samedi en termes d'intensité des événements et des violences policières, et revenir le lundi au travail. Donc à ce moment-là, je travaillais dans une école d'ingénieurs, j'étais dans un poste précaire d'1 an, un CDD de sociologue dans une école d'ingénieurs, et tous mes collègues à la cantine parlaient absolument d'autre chose. Et quand ils me demandaient alors qu'est-ce que tu as fait samedi, et bon voilà, je dis je suis allée dans les manifestations de Gilets jaunes. Et j'étais un peu Madame Gilet jaune, alors raconte-nous comment ça s'est passé. Mais c'était un peu genre, raconte-nous une anecdote, comme si j'étais allée en randonnée ou à Disneyland. Et donc, j'arrivais, parce que c'est mon métier sans doute, à retranscrire les choses, à expliquer la diversité des choses. Mais en même temps, je sentais à l'intérieur de moi que j'étais vraiment pas du tout raccord avec l'émotion que j'avais à l'intérieur de moi et la France, enfin voilà, les collègues
qui ne voyaient pas l'intérêt en fait d'y aller. Et peut-être à visée thérapeutique, je me suis dit je vais écrire un article sur l'expérience en fait des gilets jaunes de cette violence policière, parce que souvent en fait en sociologie de la police, comme je ne sais pas si vous connaissez des noms comme Fabien Jobard, enfin il est un peu médiatique, on va s'intéresser aux techniques de la police, on va s'intéresser à l'évolution du maintien de l'ordre, mais souvent ce n'est pas des gens qui vont dans les manifestations, ces chercheurs-là, ils sont souvent dans des entretiens avec les forces de l'ordre, donc voilà, ils ont une certaine, enfin ils sont quelque part dans le paysage, et je me dis mais bon, à cette époque-là dans les médias, ça a un peu changé maintenant, il y avait très peu de choses sur les violences policières. Et donc je me suis dit, je vais décrire calmement, en fait, documenter comment en fait depuis les années 90, mais en tout cas depuis la loi travail, les techniques du maintien de l'ordre ont évolué en France, et aussi et surtout l'expérience des publics, c'est-à-dire l'expérience des personnes qui sont visées. Et donc voilà, c'était une manière en fait il y a des collectifs qui le font, comme je veux dire Désarmons-le, mais c'est Désarmons-les ou différents avocats en fait qui suivent ces choses-là, mais ils le font en tant que militants ou avocats. Et donc moi je l'ai fait en tant que sociologue. Du coup j'écris 2 articles, peut-être que si le sujet vous intéresse, sur l'expérience du maintien de l'ordre par les Gilets jaunes, et un autre sur les stricts médics aussi, sur le soin infirmier, le soin médical que les volontaires vont apporter dans les manifestations, parce que les pompiers en fait, ou les personnes qui sont, ou la Croix-Rouge en fait, ne se situaient pas au cœur des manifestations, ça leur a été interdit, ils se trouvaient dans quelques rues plus loin, mais en fait c'est des volontaires, donc souvent des infirmiers, des paramédics, ou des gens qui se sont formés pour ça, qui étaient au cœur en fait, on peut dire, du cyclone, et qui repéraient les personnes qui tombaient, les personnes qui étaient blessées, et les transportaient en fait jusqu'aux pompiers et aux autres. Donc ça c'était ma contribution, on peut dire, en tant que chercheur, parce qu'il me semblait que c'était des thèmes qui étaient très peu traités en sciences sociales. Et donc, et là encore une fois, en fait, les premiers mois, on peut dire, de novembre à décembre, quand il y a eu les ronds-points, comme les ronds-points étaient vraiment sur tout le territoire, et qu'il n'y avait pas assez de forces de l'ordre pour pouvoir dégager, on peut dire, tous ces participants-là, donc il y avait une sorte on laissait les ronds-points en place, mais côté ville, on peut dire, côté manifestation, il y a eu une répression énorme, notamment à Paris, mais aussi dans toutes les capitales régionales. Et après, en fait, à partir de janvier, on a des répressions qui s'abattent aussi sur... moi, je dis de manière générale, on pourrait rentrer dans le détail et dire oui, mais non. Mais à partir de janvier, on peut dire qu'il y a eu aussi une répression qui s'est abattue sur les cabanes, des cabanes qui ont été... les cabanes liées au rond-point, qui ont été incendiées, qui ont été réprimées. Donc il y a toute une diversité, là, j'ai pas le temps de vous faire le panorama, mais de forces, de techniques de maintien de l'ordre qui ont été utilisées. Un des éléments de ce maintien de l'ordre qu'on voit réapparaître dans la réforme des retraites, c'est l'interdiction, en fait. Donc on va interdire aux manifestants des espaces urbains. Et c'est quelque chose qui est apparu, si je ne me trompe pas, avec les Gilets jaunes, et qui après a été réutilisé, notamment maintenant. Il y avait aussi le fait de bloquer des stations de métro. Donc ce que je vous disais, par exemple, le quart de Vosgien qui arrive à la gare de Lyon et qui a perdu déjà la moitié de son quart parce qu'ils ont été arrêtés par la police, parce qu'ils avaient des masques et des mouchoirs en papier, on va dire.
Donc si vous vouliez aller de Gare de Lyon jusqu'aux Champs-Élysées, eh ben, vous ne pouvez pas y aller en métro parce que les stations étaient fermées, et puis toutes les voies étaient fermées aussi, donc de barrages, donc vous deviez faire le tour. Donc imaginez, si vous avez un certain âge ou si vous avez des invalidités, ça se paye en fait d'aller manifester jusqu'aux Champs-Élysées. Donc on a vraiment des policiers qui sont partout, donc différentes techniques. Donc là j'ai pas remis les villes, mais ouais, on a du Paris, on a du Lille, enfin différents types de brigades. Et énormément de grenades lacrymogènes et différentes grenades qui ont été utilisées. Donc c'est des armes de guerre, enfin classifiées comme telles. Et j'ai appris hier, en fait par exemple, même il y a certains pays européens qui les utilisent, mais souvent qui les utilisent sur des biens, c'est-à-dire des voitures ou des bâtiments où des manifestants se cachent. Mais la France est un des seuls pays en fait à utiliser ces LBD ou grenades sur des personnes, parfois même à bout portant. Donc c'est spécifique. Il faut bien être les premiers dans un domaine. Donc c'est quand même assez questionnant. Une autre technique, c'est les fouilles. Et c'est vrai que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était systématique. Et comme je vous disais, parce que bon, voilà, au départ, les manifestants venaient en gilet jaune. Ils ont compris que le gilet jaune était vu comme un chiffon rouge, on peut dire, par les forces de l'ordre. Donc on avait beau cacher en fait les gilets jaunes dans les sacs. Là c'est la rue Rivoli, donc voilà, vous venez par exemple de la gare de Lyon et vous voulez aller jusqu'aux Champs-Élysées, vous aviez des policiers en fait en civil qui fouillaient, et à partir du moment où vous aviez un gilet jaune, un masque de construction, un FFP2, enfin un masque ordinaire pour pouvoir respirer, ou des lunettes de piscine, vous étiez arrêté. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends cet exemple de Carl de Vosgien qui a passé sa nuit pour venir à Paris, et bien vous passiez la journée au commissariat, et les forces de police en fait demandaient aux conducteurs de car de venir récupérer les personnes dans chaque commissariat à la fin de la journée, sauf quelques personnes qui, eux, passaient en comparution immédiate parce qu'ils avaient eu peut-être un pétard de plus dans leur sac. Et donc c'était très strict et une manière voilà, assez enfin, pas frontale, on va dire. Et donc et ça, les fouilles, ça pouvait être avant la manifestation et après. Donc vous dites, je sors de la manifestation, j'ai suivi les premières, deuxièmes sommations, je suis partie quand les forces de police m'ont invité à partir. Une fois, vous avez laissé vos lunettes sur votre tête parce que vous êtes déjà à quelques rues des Champs-Élysées et que vous êtes bien loin de la Seine, ben vous pouvez encore une fois vous faire arrêter parce que vous avez un signe distinctif. Dans les techniques, il y a donc ces fameuses différentes équipes de la Brave ou de la BAC en fait, et aussi ces équipes à moto qui sont très, très impressionnantes. Des forces de l'ordre qui arboraient quand même des LBD par exemple en roulant, ciblant les personnes. Donc ce qu'on a vu aussi à Sainte-Oline. Enfin voilà, c'est des techniques qu'on voit actuellement mais qui étaient déjà éprouvées pendant les Gilets jaunes, et pareil dans les hélicoptères et toutes ces forces de dissuasion et aussi de surveillance, parce que en fait les hélicoptères servaient à voir un peu où les gens se déplaçaient, mais aussi ont une très grande précision d'observation, donc peuvent aussi identifier les personnes. Donc ça c'était sur les cas. L'ANAS, c'est le nassage. Le LANAS, oui. Oui. L'ANAS, en fait, qui a commencé, on peut dire, avec les lois sur le Code du travail en 2016. Donc ça, j'avais fait mon record de NAS de 5h30 pendant le 49.3 autour de la loi anti-travail en 2016.
Et donc c'était une exception quand même à cette époque-là. Et avec les gilets jaunes, ça s'est vraiment amplifié et renasse de 5h30. En mars, par exemple, j'ai eu cette expérience. Donc là, la NAS, c'est vraiment une manière de contenir une partie des manifestations pendant quelques demi-heures ou jusqu'à 5-6 heures pour vous empêcher justement de manifester. Et parfois, en fait, dans les NAS, pour pouvoir en sortir, il y avait cette idée brillante proposée par les forces de l'ordre de montrer vos papiers d'identité si vous voulez sortir du périmètre, donc une manière de se faire ficher. Et donc ça, c'était des techniques qui ont été très utilisées, qui continuent d'être utilisées, même si maintenant on essaye de faire, de dire justement que c'est interdit, mais bon, que c'est illégal, mais ça continue d'être en cours. Donc comme je vous disais, en fait, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a à peu près 300 blessés graves, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des séquelles à vie. Et donc, c'est des images choquantes. Et quand j'allais sur différents ronds-points, justement, j'avais fait un classeur avec tous les blessés et tous les types d'armes et les blessures qu'ils occasionnaient pour informer un peu les personnes justement qui n'avaient pas eu cette expérience-là, pour pouvoir en fait identifier ces armes, identifier leur bruit pour pouvoir se protéger au maximum à l'avance. Et donc il y a un journaliste, David Dufresne, qui sur son Twitter et sur son site internet qui a été relayé par Mediapart, a fait comme ça un décompte journalier en fait, des blessés graves et aussi la description de chaque cas et qui était vérifié par des militants. Donc voilà, en fait, c'était vraiment un contenu sérieux parce qu'on ne sait jamais, en fait, quand on a un témoignage, il y a aussi des gens qui peuvent mentir ou qui peuvent... Donc là, c'était des équipes qui vérifiaient de manière très précise les choses et pour faire des décomptes. Donc la réaction, quelques minutes, la réaction en fait, des manifestants par rapport à ces violences policières, c'était de pouvoir se protéger par exemple par des banderoles renforcées. Donc ça, c'est des techniques qui viennent de milieux autonomes qui étaient déjà utilisées notamment pendant les manifestations autour de la loi travail, mais qui ont été aussi déployées dans le mouvement des Gilets jaunes. C'était de brûler, faire des tas de trottinettes ou de barrières, c'était pour pouvoir mettre à distance les forces de l'ordre en prenant par exemple des pavés aussi. Il y avait aussi des techniques sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Il y a un site qui est sorti, mediamanif.com. C'était une carte de Paris. Je ne sais pas si ça s'est fait dans d'autres villes, mais en tout cas, on pouvait en fait voir un peu de manière interactive où se trouvaient les gilets jaunes et aussi où se trouvaient les potentiels dangers, c'est-à-dire des forces de l'ordre ou des barrages X et Y. Donc c'était une manière d'avoir aussi sa modélisation, on peut dire, sur le mouvement en cours. Et donc comme je vous disais, il y a dans les réactions des gilets jaunes ou du mouvement, c'était d'assurer un soin au cœur des événements, donc par les street medics que je vous ai déjà présentés. Et donc il y a aussi, les réactions étaient aussi les expressions, les expressions que vous avez vues sur les gilets ou sur le mobilier urbain aussi, tout un tas de graffitis aussi, ça c'est notamment à Paris et en Île-de-France. Et aussi en fait beaucoup de choses qui se passaient sur les réseaux sociaux. Donc un des traits de ce mouvement, on peut dire, et sur les ronds-points, sur les réseaux sociaux, dans la manifestation, c'était la vivacité, cette manière hyper réactive de s'adapter, de vivre les choses, mais aussi un très haut sens de l'humour. C'est vrai qu'il y a... c'est difficile à retranscrire, mais il y avait une sorte de manière d'éprouver les choses et de réagir
enfin on pourrait dire, je sais pas, spontanée, populaire, je sais pas comment dire, mais qui était pour moi une nouveauté en fait. On n'allait pas seulement dans une mobilisation pour manifester, pour revendiquer, pour être sérieux, mais aussi parce qu'on aimait, enfin une sorte d'aimer la vie, d'aimer les rencontres comme ça, enfin, peut-être aussi parce que c'est une première pour beaucoup, donc il y avait un truc un peu de la première fois, et donc il y a, enfin je dis un peu rapidement parce que je suis déjà à la fin de mon temps, mais enfin voilà, pour conclure un peu cet exposé, ce sera plus vivant dans les questions-réponses peut-être, mais une sorte de mouvement inédit dans les manières de faire et aussi dans l'agilité, dans la rapidité en fait de réaction et d'adaptation par rapport voilà, à la répression et parce que justement les personnes étaient très différentes avec des itinéraires, des identités différentes, des expériennes politiques différentes. Et il y avait une ouverture, une bienveillance par rapport à ça. C'était vrai, enfin, je ne vais pas vous convaincre si vous ne l'êtes pas, mais quand on allait sur les ronds-points, on voyait en fait on pouvait être n'importe qui, on pouvait avoir fait n'importe quoi, mais à partir du moment où il y avait une bienveillance, une ouverture, et pas une prétention à imposer, oui, moi ça fait 20 ans que je suis militante, ou je sais pas quoi. À partir du moment où on avait l'horizontalité et cette simplicité, on peut dire, il y avait énormément en fait, d'écoute et de discussion. Et enfin, bon, en tout cas, dans les ronds-points où je suis allée, hein, je vais pas parler de tous les ronds-points, mais et donc il y a voilà, cette séquence qui, je pense, a marqué beaucoup les participants, je pense, et je sais pas comment finir. Et donc, on voit en fait, même si ça n'a pas été toujours compris ou toujours accepté par les militants peut-être à l'époque, finalement en fait, les leçons ont été intégrées dans l'histoire des luttes et actuellement on voit qu'il y a dans les techniques et dans justement on pourrait dire une sorte de niaque d'énergie actuelle sur les blocages, sur le fait de ne pas abandonner, en fait, il y a quelque chose qui rappelle quand même cette force jaune. Voilà. Bien. Bon, après cet exposé qui a donné effectivement un aperçu de tous les événements, je suppose qu'il y a des questions de la salle. Toujours plus difficile. Je veux bien me lancer, alors je vais poser la première question. Bon, comme vous l'avez rappelé, ce mouvement a quelque chose d'inédit, c'est qu'il était spontané et qu'il a effectivement surpris. Bon, on peut dire qu'il a surpris les syndicats d'abord aussi. Bon, il y a eu quand même l'hésitation de certains syndicats à soutenir ou à rejoindre ou à discuter. Bien, il y a eu ça, puis aussi sa spontanéité fait qu'il s'est cherché sans doute une identité. Il a bien fallu. D'où effectivement la recherche d'une organisation. Vous dites à un certain moment qu'il y a eu des négociations avec la préfecture de Paris pour effectivement décider d'un parcours. Mais qui négocier avec un syndicat, on sait qui va négocier, représentants syndicaux. Mais là, quand il s'agit des Gilets jaunes, vous voyez. En tout cas à Paris, il faudrait voir dans chaque capitale régionale et départementale, mais en tout cas à Paris on avait des personnalités, donc des gens qui s'étaient illustrés comme un peu on va dire superstars des réseaux sociaux, enfin Facebook, et qui comme étaient voilà, des personnes très connues, enfin, parce qu'elles faisaient des streams en fait, sur Facebook. Ont été contactés par la préfecture de police justement pour
pour leur proposer de faire une manifestation, et comme ça se passera mieux. C'est quand même assez surprenant que ce soit la préfecture qui décide, qui choisisse ses interlocuteurs. Alors quand on a un mouvement, en principe, qui se veut quand même une organisation un peu démocratique, on désigne les personnes qui vont représenter le mouvement. Là, je suis très surpris. Après, justement, le mouvement des Gilets jaunes, il y a plein de regroupements, parce que justement, c'était tellement horizontal et éclaté qu'il n'y avait pas une organisation représentante des Gilets jaunes de Paris. Bonjour, est-ce que brièvement vous pourriez donner votre avis sur comment le mouvement est arrivé à l'essoufflement? Quelle est votre analyse? Alors bien sûr qu'il y a les violences policières, mais de développer sur ce point. Déjà, c'est vrai qu'en février 2020, c'était déjà un peu essoufflé. Il y a quand même eu la séquence Covid qui a vraiment mis un terme à tout, à ce mouvement-là. Après, on a vu quand même que sur les mouvements, les situations sont très diverses, mais on voyait quand même qu'il y a un essoufflement aussi sur les ronds-points. Peut-être qu'il y avait des tensions, des conflits aussi au niveau des ronds-points. Donc peut-être une usure en fait, parce qu'il y a ça a quand même duré longtemps. Et il y avait des violences policières, mais comme il n'y avait pas de réaction, pas de proposition du gouvernement, une surdité du gouvernement, il y a eu un essoufflement. C'est toujours un peu le sort des mouvements sociaux. Et puis le grand débat aussi. Ouais. Quel serait votre conseil pour pas que le mouvement s'essouffle actuellement? En partant du constat, on reprend aujourd'hui effectivement des manières de faire des gilets jaunes, on ne le dit pas toujours. Moi j'ai vu circuler sur les réseaux d'où vient la chanson On est là, comme si c'était pas assez clair pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui elle est chantée par tous les syndicats, etc. Et donc oui, on est fort d'expérience, mais l'idée c'est d'amener à dire que peut-être justement il faut faire des constats d'analyse sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi je pense que pour avoir vu la révolution Maïdan en Ukraine, où il y avait au départ moins de personnes que nous tous, on a quand même été jusqu'à 3 millions dans la rue en France, et Maïdan ça a commencé à quelques centaines de milliers de personnes, mais en fait il ne faut jamais perdre l'idée qu'il faut massifier, parce que souvent en fait quand on est engagé, on se dit moi je retourne la semaine prochaine, moi c'est très bien, mais en fait si on se dit pas mais il faut que je convainque 5 personnes de plus pour la manif suivante. En plus, je pense que les manifestations, on a vu que c'est super sympa de se voir en nombre. C'était très bien que cette séquence qui a duré quelques mois, il y a eu des manifestations massives. Ça a montré, nous on a manifesté de manière pacifique et les médias n'avaient rien à montrer en termes de violence des vitrines cassées, mais maintenant en fait il y a les manifestations actuellement elles ne suffisent pas, surtout qu'elles ne sont pas entendues, et il faut comprendre en fait que comme dans d'autres mouvements en fait le rapport de force c'est les blocages et c'est pas par une participation par procuration en faisant des likes sur la vidéo du blocage qu'on va y arriver. En fait, tous les électriciens, tous les gens qui bloquent vraiment les centrales nucléaires, tous les endroits où c'est vraiment stratégique, je pense que c'est là où il faut qu'on concentre notre énergie. Le tout, c'est vraiment que ça. C'est dur et il faut que ça cristallise là. C'est une question, Michel. Oui. C'est plus une remarque qu'une question. C'était sur les toutes premières cartes que vous avez montrées dans le diaporama. C'est la carte où il y avait les couleurs en Bordeaux, les régions en Bordeaux en rouge,
sur le nombre, enfin le pourcentage de la population qui s'était déclarée gilet jaune et qui avait participé au mouvement. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que en fait ces régions rouges ou Bordeaux, c'est voilà, non c'est celle d'avant encore je crois. Ouais voilà c'est ça. La France en jaune, donc les régions qui sont rouges et Bordeaux sont essentiellement les régions qui étaient les grandes régions industrielles, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Alsace, la région de Clermont-Ferrand, enfin toutes ces régions qui ont subi de plein fouet aussi la désindustrialisation. Et que derrière les mouvements des Gilets jaunes, on retrouve quand même le grand mouvement ouvrier des 100 dernières années. Bonsoir. Je peux peut-être vous surprendre, mais je ne vais pas partager toute votre analyse. Ça fait partie du débat, je crois que c'est une démocratie. Plusieurs points. Il est incontestable qu'il y a une misère pour une frange de la population qui est importante, qui n'est pas tolérable. D'accord ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait de l'anti-macronisme primaire parce qu'il est de bon ton, tant au niveau de la presse parisienne que des pouvoirs politiques qui se sont trouvés esselés et réduits à néant, je pense au PS, je pense aux Républicains, y compris pour les centrales syndicales, parce qu'on Macron est arrivé sur une position qui n'était pas une position classique, traditionnelle, de ceux qui maîtrisaient les arcades des différentes instances. Mais je pense que le problème il date de beaucoup d'avant de Macron. La dette, par exemple, la dette de 3 000 milliards, on dit que c'est la faute à Macron, elle était 2000 ou de 2100, je ne sais plus exactement, avant le problème du Covid, et je pense que par le Covid, on ne peut pas faire autrement. Donc je crois que c'est important de prendre du recul et de la distance par rapport à ça. Dans l'analyse, vous voyez ici votre chiffre, les gilets jaunes, on a maximum 6-8% de la population. Objectivement, ça veut dire qu'il y a au moins 93% de la population qui n'a pas participé au mouvement. Je dis c'est pour remettre le curseur. Quand je dis ça, je ne conteste pas qu'il y ait une détresse. Je pense notamment, j'ai vu des personnes dans les ronds-points, etc., je pense à des mères célibataires avec des conditions très précaires de travail, où il y a des choses qui sont inadmissibles, ça je suis d'accord. Il y avait aussi, sur les ronds-points des Gilets jaunes, des gens qui n'avaient rien à faire au niveau des ronds-points des Gilets jaunes. D'accord ? Pas des gens qui manifestaient parce qu'il fallait manifester, je peux vous dire. Les gens que je connaissais. Bon, ben écoutez, je vous dis ma position, vous m'écoutez, et on va aller jusqu'au bout. D'accord ? Bon. Et ensuite, dernier point, vous parlez de la violence policière. Je pense qu'il y a eu des violences policières. Avez-vous un avis sur les violences qui existent qui ne soient pas policières ? Je vais vous dire, j'ai dans ma famille quelqu'un qui est CRS. Alors, je ne suis pas du tout militariste. C'est même pas ma position. D'accord ? Un bon père de famille qui me disait, vous savez, dans des manifestations, quand on a fait 3 ou 4 sommations et que les gens ne reculent pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord ? Les vitrines qui ont été cassées, les monuments qui ont été spoliés, il y a des gens qui ont été blessés, c'est pas normal. Vous, écoutez, je sais bien, mais je vais pas m'exprimer. D'accord ? D'accord. Moi j'aimerais qu'on parle des ADA par exemple. D'accord. Non mais je voudrais terminer sur un point. Les policiers blessés. Dans l'analyse, dans la sociologie, vous devez regarder aussi bien ce qui se passe dans les deux côtés. Voilà. Ben voilà, je tiens à vous dire ça. Vous avez le mérite d'avoir participé, donc votre témoignage est important, mais je pense qu'il faut aussi objectiver les choses. Et tout n'est pas du côté de l'État qui doit tout faire. Tout n'est pas à l'État de tout faire. Les policiers français sont suréquipés quand même. Comment ? Juste pour répondre. Non, quand on demande la parole, on demande la parole. Peut-être que je peux répondre rapidement. En fait, justement, en sociologie, la base c'est par du terrain. En fait. Et moi, j'ai pas prétendu analyser l'action des forces de l'ordre parce que, je n'y avais pas accès. Et ma proposition, c'était justement l'expérience des violences policières par les Gilets jaunes. Et ce que j'ai tenté de vous expliquer, c'est justement en fait dans des situations calmes où en fait les gens ont reçu comme
Marie-Laure, enfin les personnes avec qui je discutais, des gens, des monsieur, madame, tout le monde, sont devenus des blessés graves. Et du coup, comme c'était un sujet qui n'était pas traité dans les sciences sociales et très peu aussi dans les médias, j'en ai fait un objet de recherche. Mais après, en fait, justement, sur la question des vitrines cassées des monuments saccagés, comme disaient les Gilets jaunes et comme disent des spécialistes comme Fabien Jobard de la police française, une vitrine ça se répare en fait, et un œil en fait ça se répare pas. Mais en fait moi je suis habituée en fait à tout type de position, ça me dérange pas, enfin je veux dire je suis capable d'y répondre, mais je trouve qu'en fait la froideur, je parle pas de vous mais je vais extrapoler, la froideur que certaines personnes, et en ce moment c'est très fort sur la réforme des retraites, la froideur d'une partie de la population à justement symétriser vitrines cassées et blessés graves à vie, moi en fait me pose question sur le peu de sensibilité en fait par rapport à ces destins qui sont brisés quoi. Mais Évoquer le nombre de blessés. les policiers blessés en fait ils ont beaucoup plus, les policiers en fait ont beaucoup plus de ressources en termes de sociologie, de bobologie, d'hôpitaux, ils font un énorme travail, je pense qu'ils ont énormément de ressources par rapport à décrire les phénomènes, quoi. De l'autre côté, en fait, par rapport à ces trajectoires de gilets jaunes dans la vie brisée, il y a les sociologues ne documentent pas, les médias, la presse régionale décrit mieux les choses que la presse nationale. Du coup, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de décrire des choses qui le sont peu décrites, quoi. Après, sur la question des problèmes, bien sûr, je pense pas avoir fait de l'antimacronisme primaire, mais en sciences sociales, justement, on a un sujet, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, et on le décrit, mais bien sûr que la misère sociale, en fait, les problèmes qui ont éclaté avec le mouvement des Gilets jaunes, en fait, viennent d'avant. On veut dire, c'est pas. Et je pense que si vous êtes allé sur, comme vous dites, sur des ronds-points, vous avez très bien vu que même par rapport à la trajectoire de chaque personne, vous pouvez bien voir que les problèmes et l'expérience de la misère sociale, elle ne vient pas de 2017. Et du mépris politique. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une précision. J'ai sensiblement le même parcours que vous, puisque j'ai débuté les Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Au départ, en tant que Gilet jaune, j'ai été confronté effectivement, j'ai presque envie de dire qu'au départ, j'étais plutôt du côté des forces de l'ordre. Et quand je suis arrivé sur les manifestations Gilets jaunes, je n'ai pas pu faire autrement que de constater des violences. Et c'est ce qui m'a poussé, quelques mois après, à laisser tomber mon gilet pour endosser la chasuble de la Ligue des droits de l'homme pour être observateur par rapport aux violences policières. Donc des violences policières existent, il suffit de lire les rapports de la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, le Défenseur des droits, Reporters sans frontières, l'ONU, maintenant même le Conseil d'État. Le Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe maintenant qui s'en est saisi également. Oui. Il faut savoir que donc l'ONU qui a quand même dû faire 4 appels à l'ordre à la France en 2019 pour que ces violences cessent, pour que ces yeux crevés cessent, il a fallu 4 appels à l'ordre et ils se sont, donc les rapports de l'ONU se sont aussi basés sur les rapports des observateurs Amnesty et Ligue des droits de l'homme. Donc ces violences ne sont absolument pas comparables avec les violences que reçoivent les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre sont équipées et armées. Alors que les manifestants sont, à l'exception de quelques black blocs, les manifestants purs sont ce qu'on appelle nous un poil. Donc franchement, il n'y a aucune comparaison possible entre les violences que reçoivent les forces de l'ordre, pour lesquelles en plus elles sont théoriquement formées, pour lesquelles elles sont protégées, et les violences que reçoivent les manifestants de la part des forces de l'ordre, qui est vécu indirectement comme des violences d'État. Une question, je vais rajouter une remarque par rapport à la réaction qu'il y a eu, c'est qu'en fait, ce mouvement, comme celui des retraites, en fait, il est dû au fait que maintenant c'est un forcené, en fait. Il n'écoute pas ce qui se passe.
il y a une mobilisation massive qui au départ, pour les Gilets jaunes aussi, est très pacifique, et il n'écoute pas, il n'apporte pas de réponse. Et du coup, les policiers qui sont laissés, c'est des victimes de ça en fait. Ils sont victimes du côté forcené de Macron, qui en... Oui, mais... On est là pour parler de... moi j'ai l'impression de répondre à la remarque. Bah si, les Gilets jaunes existent parce que Macron. S'il n'y avait pas eu Macron, il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes, je suis désolé. Il y a des gens qui disent que Macron a suivi les Gilets jaunes. Non, c'est une conséquence de Macron, les Gilets jaunes. Et ma remarque plus sur ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression, moi, le sentiment qu'à partir de janvier, il y a eu les policiers qui ont délogé les ronds-points et que du coup les Gilets jaunes se sont trouvés à manifester de manière plus classique dans les centres-villes. J'ai eu le sentiment de ça dans la Somme. Est-ce que vous avez vu ça à l'échelle de la France? En fait, il y a plein de situations différentes, mais ce que j'ai vu en Ile-de-France, c'est que sur les ronds-points, il y a une partie des gens qui ont voulu y rester et qui ne voulaient pas aller à Paris ou dans les manifestations, parce que certaines avaient peur des violences policières, parce que certaines pensaient que justement la spécificité du mouvement Gilets jaunes c'était de rester sur un rond-point. Enfin, on a vu dans chaque rond-point, en fait, voilà, ça se séparait avec discussion ou dispute, ça dépendait, mais il y a une partie aussi, comme vous dites, il y a une partie des ronds-points en fait, qui ont été réprimés ou incendiés ou dispersés. Du coup, ils se sont retrouvés dans la manifestation. Et après certains, en fait, au départ, on peut dire que les premiers mois, c'était sur les ronds-points, voilà, les rencontres, assez bon enfant, on bloque, mais il n'y avait pas énormément de... Enfin, ça dépendait des endroits, mais globalement, c'était pas hyper réprimé. Et quand ils ont vu, en fait, quand certaines personnes ont vu les violences policières à Paris ou dans les capitales régionales, ont décidé d'aller dans ces manifestations, justement, parce qu'ils étaient choqués des violences, donc par soutien sont allés. Donc il y a comme vous dites, une sorte de changement de lieu, et d'autres qui sont restés et qui restent encore sur les ronds-points parce qu'ils pensent que c'est là que ça se passe, en fait. Par rapport à ce que... Pardon, il n'a pas demandé la parole, il l'a prise. Oui, par rapport à Désarmons-les, qu'est-ce que ça donne sur le long terme? Est-ce que les choses évoluent? Comment ça a évolué? Désarmons-les, je pense que ça existe au moins depuis la loi travail, depuis 2016. Et c'est donc des militants qui documentent les armes de la police, documentent les blessés et aussi accompagnent juridiquement. Et ils invitent aussi les blessés graves à faire des collectifs de blessés pour que les gens puissent reconstruire ensemble, pour qu'ils puissent dire des choses que en fait, des gens qui ne sont pas blessés ne comprennent pas. Donc, voilà, avoir une expérience collective, communautaire ensemble. Et donc ce collectif, il continue d'exister, mais c'est vrai qu'il y a peu de militants par rapport à... Il n'y a pas de procès, il n'y a pas... Si, il y a eu... En fait, il y a eu... j'ai pas les chiffres là, mais il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été constitués sur les blessés graves et des plaintes qui ont été déposées avec des avocats qui sont spécialistes de ces choses-là. Et il y a eu des dossiers aussi qui ont été envoyés à l'IGPN, tout ça. Et en fait, pour dire les choses rapidement, de tous ces 300 blessés graves, en fait, il n'y a eu aucun de ces cas qui a conduit à ne serait-ce que des procès. C'est-à-dire un procès, même si les forces de l'ordre, disons, avaient leur bon droit ou au moins d'avoir un espace démocratique qui s'appelle un tribunal, où on puisse entendre les avis des autres. En fait, on n'a pas eu ça pour les blessés graves. Le seul agent des forces de l'ordre qui a été condamné, c'était pour une gifle, en fait, pour une gifle à un manifestant. Il a eu 3 ou 6 mois avec sursis. En fait, il y a Cédric Debenin, qui est un sociologue de la police, montre que la majorité en fait, des plaintes qui sont déposées à l'IGPN, c'est pour des actions des forces de l'ordre dans leur moment de travail. Et la majorité en fait, des plaintes
qui aboutissent à une condamnation, c'est quand le policier en fait fait quelque chose d'illégal en dehors de son travail, par exemple trafic de drogue ou violence conjugale, parce qu'en fait l'institution policière ne veut pas que le policier donne une mauvaise image en fait, de la police dans des espaces privés ou publics. Mais là je ne parle même pas des violences policières, manifestations, des violences policières de manière générale, elles aboutissent très peu en fait, à des condamnations. Et ça en fait c'est un sociologue très neutre, enfin plutôt engagé, qui a juste étudié les archives en fait, de l'IGPN. Et donc Fabien Jobard, dont je citais les travaux, explique en fait que pour pouvoir condamner un policier, donc il faut différents critères. Souvent que la personne n'ait pas de casier judiciaire, c'était le cas des Gilets jaunes, la plupart n'avaient aucun casier judiciaire. Et aussi, en fait, il y a ce critère qui est une preuve. Et même s'il y a des images, même s'il y a des preuves, parce qu'on a une époque où et les journalistes et les manifestants, tout le monde filme, il y a des images, il y a Le Monde, en fait, on a vu sur certains blessés graves à Bordeaux, par exemple, ou à Sainte-Soline, on le voit maintenant. En fait, on a vraiment l'événement qui est filmé sous toutes les coutures, en bas, en droite, à gauche. Mais les preuves en fait, par image sont jamais reconnues dans un tribunal comme une preuve valable, suffisante. Et donc, du côté c'est juste les chiffres, hein, c'est pas moi qui condamne les forces de l'ordre, mais du côté des chiffres, en fait, on a à peu près 2000 gilets jaunes qui ont eu des peines, que ce soit des peines lourdes ou du sursis. Peut-être qu'il dirait monsieur c'était justifié, mais de l'autre côté, du côté des forces de l'ordre, en fait, on a ne serait-ce qu'une absence de procès. Je pense que dans un pays justement démocratique, on doit avoir un espace où on entend les versions des uns et des autres. Ce serait enfin le minimum. Après, la justice décide, quoi. Et donc voilà c'est difficile aussi pour les blessés graves de se lancer dans ce genre de procédure judiciaire quand vous savez que vous avez peu de chances en fait, d'obtenir gain de cause. Mais en tout cas, c'est le tribunal pénal et le tribunal administratif, mais en tout cas, le fait de faire cette procédure, vous êtes reconnu quand même par l'institution comme blessé grave, et donc vous pouvez être pris en charge médicalement. Donc c'est quand même quelque chose. Quoi, Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez en décalage lorsque vous reveniez raconter votre week-end auprès de vos collègues. Moi j'ai connu aussi un décalage, une expérience un peu curieuse il y a quelques jours. Lorsque j'ai distribué le tract pour la conférence d'aujourd'hui, la réaction d'un certain nombre de personnes, c'était les gilets jaunes, non, et j'ai senti une espèce de sentiment de dégoût de leur part. Et ça m'amène à une réflexion sur la traîne que laisse aujourd'hui dans l'opinion cet épisode, enfin cette période très longue des gilets jaunes, où moi j'ai l'impression que pour pas mal de gens, c'est une image qui est plutôt gâchée et plutôt négative. Et dans l'histoire du mouvement que vous avez rappelé avec les images, ce qui apparaissait peut-être pas suffisamment, c'était pour moi la scission qu'il y a eu entre deux périodes tout à fait différentes, celle des ronds-points et celle des manifestations. Parce que dans les ronds-points, les premières semaines, les gens étaient là en permanence. Moi, ça m'a rappelé les expériences de mai 68, quand tout s'arrêtait et qu'on passait des journées entières à discuter. Et c'est incroyable les choses dont on discute et comment les gens se connaissent. Et c'est pas tout à fait par hasard si le pouvoir a fait évacuer rapidement les gilets jaunes, parce que c'est quelque chose d'extrêmement subversif. Et que derrière, après, quand il ne reste plus que des manifestations, comme maintenant, on passe d'une sociologie riche, chaleureuse, ouverte, à une sociologie plus pauvre, parce que dans les manifestations, on se montre, on essaie d'être nombreux, on crie, il y a des slogans, mais finalement, les choses sont assez pauvres au niveau de la réflexion. Et je pense que les gilets jaunes ont perdu à partir du moment où les ronds-points se sont arrêtés, on a tout démonté, et où on est passé justement dans défiler finalement, avec derrière, au bout, ce qui est resté, c'est-à-dire cette image de violence, de casse, et qu'aujourd'hui, sur les gilets jaunes, on ne parle plus
que de violence et de casse. Et on a même entendu, je termine là-dessus, on a même entendu aujourd'hui l'expression la gilet jaunisation du mouvement, ce qui n'était pas du tout un qualificatif tout à fait élogieux. On craint la gilet jaunisation du mouvement. Mais ça va avec la question qu'il a posée. Ça va avec la question qu'il a posée. Pardon? Attends. Merci Francis, merci Madame. Tout simplement, cette carte est très intéressante parce qu'elle montre bien en fait d'où viennent les problématiques exprimées par les Gilets jaunes. Mais j'aurais bien voulu revoir tout à fait à la fin de votre montage l'autre carte qui n'est pas une carte en fait, mais l'ensemble des slogans qui nous permettrait, si ça reste 2-3 minutes, de nous imprégner en fait. Lesquels? Alors tout à fait à la fin, voilà, celle-ci. Où là, effectivement, on voit bien les revendications en fait, par rapport aux Gilets jaunes. Voilà, c'est tout simple. Merci. Si on peut la laisser quelques instants. Oui, simplement pour élargir un tout petit peu. Vous y avez alludé. Sans vraiment le maintenir, et je vous remercie de remettre la carte parce qu'elle est bien. En réalité, et pour répondre aussi à monsieur, sans doute, ce qui est extrêmement intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on est parti d'une occasion qui se lave, c'est-à-dire le porte-monnaie, pour arriver très rapidement à des discussions sur le régime. À des discussions sur la démocratie. La chose qui a été la plus, à mon sens, fondamentale sur la question des Gilets jaunes, c'est que tout d'un coup, on a vu des gens venir dire qu'ils existaient non seulement en tant que personnes privées avec un porte-monnaie pour aller le samedi au supermarché, mais comme des citoyens qui n'étaient pas entendus, voire qui étaient méprisés. Donc, pas simplement à qui on dit, et on dit encore aujourd'hui, qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas à faire quelque chose à voir avec la parole. Ben si. Et le problème du régime actuel, et en fait, la question des Gilets jaunes n'a toujours pas été résolue aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est espace de dialogue, de parole, et avant même la question du judiciaire, parce que le judiciaire, c'est là où il y a eu échec de la parole, donc il y a eu violence. La violence est un échec du dialogue. Or, l'ensemble des partis politiques, des syndicats, je parle au niveau institutionnel, du gouvernement, là on voit maintenant sur la réforme des retraites leur poursuite de négation de l'existence de légitimité autre que celle qui décide. Le grand débat, il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que le grand débat, ça a été M. Macron venant pendant des heures, manches retroussées, faire des discours à la télévision, mais l'ensemble, par exemple, des cahiers de doléances qui ont été remplis par la totalité des Français, et dont on avait dit qu'il fallait qu'ils soient publiés et mis à disposition, sont maintenant planqués dans les archives préfectorales, enfin départementales. Donc la question de la crise de régime, savoir qui a le droit à la parole, comment on l'exprime, comment on l'organise et comment on organise des lieux de médiation, d'accords, de désaccords et la méthode, a été posée par les Gilets jaunes, même si elle a été posée de manière... c'était intéressant d'ailleurs, très ignorante de l'histoire. Bon, mais c'était la première fois que moi j'entendais discuter vraiment de politique par tout le monde depuis le référendum de 2005. Par tout le monde. Et aujourd'hui, cette leçon-là, pour ça m'intéressait un petit peu votre avis, parce que
On est arrivé à encore pire, on arrive maintenant à des lois de financement de la sécurité sociale rectificatives qui ne rectifient rien, des 49.3, des votes bloqués. Et comment est-ce que, donc en fait, une fermeture supplémentaire, non seulement, c'est même plus, le peuple n'est plus entendu, mais les institutions non plus démocratiques, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Pour dire juste deux mots, c'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup de ça, mais il y a énormément, en fait, dans les ronds-points, dans les assemblées générales, il y a eu énormément de discussions, d'ateliers. Moi, j'étais fascinée, par exemple, comme vous dites, j'étais beaucoup sur des ronds-points comme ça, en Essonne, à Étampes, donc c'est la grande banlieue de Paris. Des gens qui, tous les week-ends, se retrouvaient à lire la Constitution, quoi, à demander si la Constitution était appliquée, et même si moi-même étant un sujet politique, on va dire militant, des gens qui n'avaient aucune expérience revendicative se demandaient vraiment mais comment faire, quoi. C'est vrai qu'il y a eu comme disait le monsieur sur les expériences positives de ces espaces, c'est des espaces qui ont été encore moins décrits que les violences policières. Il y a même des gilets jaunes qui me disaient Perrine, c'est bien que tu aies fait un article sur les violences policières et Street Medic, mais viens décrire en fait justement tous les débats et c'est vrai que tous ces espaces de dialogue, en fait, ils ont été pas vus, pas observés et pas reconnus, et donc ça. Ouais. Je vais demander d'effacer. Oui. Il reste peu de minutes et il y a 3-4 questions. Allez-y. Et pas que des questions, parce que c'est aussi un débat. Et moi, juste, je pense qu'il y a une analyse à proposer qui est que, effectivement, les violences policières ont usé ce mouvement-là. Moi, je suis rentrée dans les Gilets jaunes lors du précédent mouvement contre la réforme des retraites. Jusqu'à présent, j'avais mon gilet jaune tout le temps devant ma voiture, mais par manque de temps, de plein de choses, j'étais super avec eux, mais je ne m'arrêtais pas sur les ronds-points. J'ai vu que petit à petit, ils disparaissaient, ça m'a fait honnêtement beaucoup de mal. J'ai vu aussi ce qui était relayé sur les médias, qui était absolument dégueulasse. C'était pas du tout ce qui se passait en réalité, et je pense que ça aussi, ça leur a porté des coups fatals. J'ai vu des pompiers perdre leur boulot parce que suite à une interdiction de manifester, ils manifestaient quand même, et du coup, hop, ils perdent leur boulot parce qu'ils n'ont pas le droit de repasser en justice. Et moi, je voulais témoigner par rapport à l'ADA, en fait. C'est juste avant qu'on se fasse confiner, on était en pleine grève générale dans le Gard. J'ai rencontré les Gilets jaunes en plus de ma casquette syndicale, et je me suis mise à être Gilet jaune, à faire toutes les AG. Et j'ai même été, nouvelle que j'étais, mandatée pour faire l'ADA de Toulouse. Donc l'Assemblée des Assemblées. L'Assemblée des Assemblées. Et là, dans une grange immense, super bien organisée, avec buvette, concert le soir, etc. Des ordres du jour qui avaient été envoyés dans toutes les délégations de toute la France, qui avaient été votés. Les gens avaient décidé dans toute la France des thèmes qui allaient être discutés. Et on s'est retrouvés à 1500 de partout en France avec un réseau de solidarité, des gens qui hébergeaient, personne n'avait rien à payer, des systèmes de prix libres. Et voilà, et on a débattu de thématiques principales qui avaient été décidées, que ce soit en termes de démocratie, comment on fait justement une démocratie avec les gens. Et voilà. Moi, j'aurais souhaité que vous parliez des ADA. Réinvitez-moi. Oui, moi j'ai apprécié que vous ayez rappelé ce qui était arrivé aux lycéens de Mantes-la-Jolie, parce que moi quand j'ai vu ça, j'ai été choquée comme les gens qui avaient été cantonnés dans les stades au Chili, ça m'a fait exactement la même impression. J'aurais aimé que vous mentionniez, mais je vais le faire, la mort de Zineb Redouane, qui était au 5e étage, c'était le 2 décembre 2018, au 5e étage, et elle a été visée directement par un tir de LBD.
Donc quand on parle qu'il n'y a pas de violence policière, je suis quand même un peu étonnée. Donc voilà ce que je voulais préciser. Et puis, Bon, je prends encore 2 questions. Je crois qu'il y a 2 questions. On va être obligé d'arrêter après. Je demande bien sûr aux personnes qui posent des questions de les faire de manière très synthétique. Il ne reste que 5 minutes. Alors il y a notre caméraman et Alain. Nous avons largement parlé des violences policières et ça, mais c'est vrai que sur le démarrage de ce mouvement-là, il y a cette période de laboratoire démocratique et de cohésion sociale qui se met en place, parce que des territoires qui étaient complètement isolés de la République, des lieux où ça avait lieu, comme Paris, les grandes villes, la ruralité se mobilisait. Donc il y a tout un laboratoire. Précédemment, en fait, aux Gilets jaunes, il y avait eu les lignes blanches, qui avaient été aussi un mouvement avec une topologie sociologique totalement différente. Mais en fait, tout ça, c'est pour montrer qu'il y a de nouveaux instruments de lutte qui doivent se mettre en place. Il y a un besoin de créer un nouvel espace de discussion, de délibération, etc., d'autogestion qui se met en place. Et ça, effectivement, l'État tel qu'il est constitué, il n'est pas habitué. Et la seule chose qu'il a trouvé comme réponse, c'est la répression. Merci. Donc une dernière question. Ce là, c'est Vous pouvez répondre, bien entendu. Oui, non, mais la dernière, mais pas la pire. Voilà, je voulais vous demander si vous aviez pu étudier la composition sociologique de ce mouvement, qui apparaît très disparate. Apparemment, c'est des gens qui n'étaient militants ni politiques, ni tellement syndicaux, donc ouvriers, retraités, employés, indépendants, etc. Mais surtout, s'ils avaient pu analyser leur positionnement politique, ou en tout cas leurs aspirations ou leurs revendications. Parce que, bon, il a beaucoup été relevé que pratiquement jamais les mouvements des Gilets jaunes ne sont émis de revendications, de protestations, de dénonciation du patronat. Que c'est véritablement un blanc tout au long de... Bon, on a noté parfois des tendances populistes dans l'expression, dans les revendications. Le mouvement n'a pas réussi, malgré quelques essais de coordination parfois importante et intéressante au niveau du débat, d'idées et du contenu, n'a pas réussi à faire émerger vraiment un projet. Et bon, il s'est divisé plutôt, semble-t-il, sur la fin, sur des questions d'orientation politique. En tout cas, à Amiens, c'était le cas. Bon, et qu'en reste-t-il? Dans quel état d'esprit se trouvent ces centaines de milliers de personnes aujourd'hui? En tout cas, on ne les voit pas dans l'action depuis 2 mois sur la question des retraites. Ce n'est pas vrai, je suis tout à fait là. Pour répondre, en fait, rapidement quand même, on ne va pas rester sur cette analyse. Et en fait, ce que je voulais montrer justement, c'est la diversité des gens, des identités politiques, des slogans. Au tout début, en fait, on a eu des forces, quelques personnes d'extrême droite, mais qui sont parties assez rapidement. Et parce que justement, elle voyait en fait des personnes plutôt progressistes de gauche, on va dire. Et aussi, par exemple, à Paris, il y a eu, c'est-à-dire l'Île-de-France dans toute sa diversité, on va dire ethnique, géographique. Et ça plaisait pas du tout à l'extrême droite. L'extrême droite, en fait, qui voulait, que ce soit le PS ou d'autres, qui voulait prendre le leadership du mouvement Gilets jaunes, mais le mouvement Gilets jaunes pouvait être accaparé par personne parce que justement c'était très diversifié et en fait rien que sur l'Île-de-France, pour avoir fait beaucoup de ronds-points, en fait les gens s'identifiaient les uns les autres. Il y a quelques ronds-points qui étaient d'extrême droite et si vous étiez plutôt, disons, progressiste de manière large, enfin je veux dire sans forcément
voté pour communiste ou autre, mais enfin, en tout cas, vous n'étiez pas d'extrême droite. Assez rapidement, vous alliez quitter ces ronds-points-là. Et de manière assez générale, en fait, avec le temps, on a vu quand même que le temps a travaillé plutôt pour des gens qui avaient des sensibilités plutôt de gauche, extrême gauche, mais sans forcément être encartés syndicalement ou politiquement. Tout ça pour dire qu'il y avait quand même une diversité. Il y avait des dénonciations quand même assez précises et répétées sur le capitalisme, une volonté de justice sociale, c'était quand même des slogans qui reprenaient. Je parle de slogans et d'expressions que j'ai entendues, que j'ai vues, pas ce qui est écrit dans la presse. Et donc il y a des positionnements qui étaient politiques, et moi je trouve justement, pour reprendre ce terme de laboratoire social, laboratoire de... une scène, pour finir sur ça peut-être, justement je me souviens de cette scène à Lille, mais c'est répété aussi, c'était à Lille, mais c'est répété aussi à Paris. Et à Lille, en fait, les gens disaient, certaines personnes disaient, voilà, mes parents, mes grands-parents votaient communistes, toute ma famille est communiste, mais moi, j'avoue, j'ai voté Front National. D'autres personnes disaient, dans le débat comme ça, donc voilà, Macron, ça ne convient pas, finalement, Marine Le Pen, on n'a jamais essayé. Il y avait des personnes qui exprimaient, c'est pas tout le monde, des personnes qui exprimaient ça, mais la force justement en fait des discussions, c'est que directement, il y avait des personnes qui leur disaient « Non mais tu déconnes, en fait, Le Pen c'est comme Mélenchon, c'est comme Macron, en fait, c'est des leaders qui nous manipulent. » Et du coup, en fait, au lieu de rester tout seul devant sa télé, de boire quelques paroles politiques, que ce soit de Le Pen, de Mélenchon ou d'autres, les gens en fait échangeaient, discutaient leur position. Et c'était positif dans le sens où il y avait en tout cas des débats qu'on a pu en fait entre amis, entre collègues de travail ou dans les familles. Et beaucoup disaient justement dans ces... ce que ça a donné, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le moment, ça a travaillé les personnes et les a forcées à discuter et à construire des arguments. Et je pense que c'est quand même très positif pour la société. Je pense que Thierry, on peut terminer sur cette conclusion. Je remercie Thierry. Oui, je constate que la vivacité des débats montre en tout cas que les Gilets jaunes c'est encore un sujet très sensible. Je crois qu'on aurait pu discuter longuement de la discussion, mais nous sommes obligés de de sortir à 8h30. Oui, avant de nous quitter, je souhaite vous annoncer quand même les prochaines conférences, parce que ce n'est pas fini, bien. La prochaine conférence aura lieu le 23 mai, bon, c'est un sujet tout à fait différent, mais également très sensible, puisque nous avons projeté un documentaire qui a été filmé par une Aminoise, elle a filmé avec sa mère. Le titre, c'est Vivre, c'est vieillir. C'est bien sûr sur le vieillissement, c'est un film qui est très sensible, qui parle de l'intimité pour monter jusqu'à l'universel. Et il y aura un débat avec un sociologue, je ne sais pas s'il a déjà été choisi, bien entendu sur les questions, bien sûr, du vieillissement. Et nous passerons au mois de juin. Au mois de juin, c'est je crois que c'est le 13, peu importe. Au mois de juin, il y aura là une rencontre avec un agronome, Solos, qui est assez connu, qui a fait des travaux sur les sols, et notamment l'appauvrissement des sols. C'est un sujet qui est très important, vous savez, pour les questions d'écologie. Donc, nous vous invitons, bien entendu, à participer à ces prochaines conférences. Oui. Oui, et puis je vous remercie d'être venu et d'avoir participé, à cette conférence. Et si vous souhaitez être informé de toutes nos conférences, vous pouvez donner votre adresse mail, vous recevrez, ça ne vous engage pas, nos annonces. Mais vous pouvez aussi adhérer à l'Université populaire. Bien entendu. Vous serez bien accueillis. Merci, bonne soirée. Merci à vous tous.